Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu D6. Je vous ai présenté il y a quelques temps mon déballage, vous avez été nombreux à me demander une partie. Alors on va attaquer les règles aujourd'hui et ma critique du jeu. Alors sans plus tarder, D6, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le jeu D6? Comme vous voyez, c'est pas un petit jeu. Énormément de matériel dans cette boîte-ci. Donc, un jeu de la compagnie Certified Studio. Ceux qui nous ont offert Who Goes There, un autre gros jeu de ce type-là. C'est essentiellement passé par une campagne Kickstarter. Dans le cas présent, ça a été le cas. Énormément de matériel, comme je vous dis. Le matériel vraiment de haute qualité. Ils ont mis le paquet pour rendre le jeu très attrayant, surtout au niveau visuel, c'est très accrocheur. C'est une satire d'un jeu de Donjons Dragons, donc on va créer des personnages un peu loufoques, et on va se promener sur une map pour essayer d'aller faire des contrats, aller combattre des ennemis. Ça reste très simple au niveau mécanique, très efficace, mais un gameplay quand même très intéressant par rapport à la façon qu'ils ont abordé le sujet. Alors, je pense que sans plus tarder, on va y aller avec ma présentation des règles. Je vais ensuite suivre avec ma critique en couvrant les différents modes de jeu, puisqu'on a un jeu joueur contre joueur, qui est le jeu de base, si on veut, qu'on va expliquer. Ensuite, on a un mode coopératif avec un module qui s'ajoute, et le mode solo, qui est une simplification du mode coopératif. Alors, on va aborder les trois sujets dans la présente vidéo. En commençant par la mise en place, on a ici un plateau de jeu. Vous avez peut-être remarqué dans l'ouverture de la boîte, lorsque j'ai fait la présentation du déballage, le plateau est réversible. De l'autre côté, c'est un mode un peu plus avancé, puisque présentement, on a 10 régions qu'on peut explorer. De l'autre côté, il y en a 12. Ça rend le jeu un peu plus complexe. Ça, c'est bon au niveau de la rejouabilité. Ensuite, on va se prendre un plateau de joueurs. Donc, j'ai 4 classes de personnages dans le jeu de base. J'ai 3 classes supplémentaires dans l'extension que j'ai acheté. J'ai le mesmérisme, qui est un peu le mentaliste, avec essentiellement notre plateau est similaire pour tous les joueurs, à l'exception des skills, donc des habiletés. Alors, on a une place ici pour mettre notre personnage. On va avoir un cash cube, qui est un peu un allié, un cube gélatineux qu'on va pouvoir utiliser, qui va travailler pour nous, si on veut l'utiliser. On a nos compteurs d'actions, puisque nos rondes, c'est seulement 3 actions qu'on peut faire durant notre action, mais on peut faire des actions bonus, on va y revenir. Ensuite, on a des statistiques, un peu comme dans Donjons Dragons, alors 4 caractéristiques qui sont les mêmes pour chacun des personnages. On va devoir les brasser, mais chaque classe a une bonification pour chacune des classes, donc ici le mesmérisme a plus 1 lorsqu'on va positionner une statistique de skill, donc d'habilité. Ensuite, on a les fameux skills qu'on pourra utiliser. Et les 2 premiers sont typiques pour chaque personnage, donc c'est tout différent. Les 3 derniers sont similaires, si on veut, pour chacune des classes. Donc ici, le mesmérisme, on a l'explorateur, on a le slayer, qui est celui qui frappe, le gros goon, et j'ai pris ici le woodling, qui est un peu celui, une espèce de ranger. Donc ça sera mon personnage pour débuter ma présentation. Ça, c'est les 4 classes de base. Ensuite, dans l'extension, on a le Werewolf, qui est assez intéressant, c'est le loup-garou. On a le Cleric et on a le Barde. Alors, 3 autres personnages qui ajoutent à la rejouabilité, ça c'est bien. On a ensuite une série de cartes de personnages, donc j'en ai, je pense, 36 dans le jeu. Jeu de base, j'en ai 18, je pense, 10, je pense que c'est ça, 18. Mais sachez que ça n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on a un petit historique dans le livre, qui, soit dit en passant, est magnifique. Peut-être un peu complexe à consulter, mais ils ont voulu refaire l'esprit d'un livre de Donjons Dragons, donc c'est excessivement joli, excessivement bien fait. Alors on a chacun des personnages avec leur historique, donc on peut aller lire quels sont l'historique de chacun des personnages, mais ça reste du texte d'ambiance, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le gameplay, c'est plus les classes qui vont faire foi de nos personnages. Donc on a des illustrations par contre sont magnifiques. On a des nains, je te confirme, je l'ai validé. Alors des nains, un explorateur, on a des personnages autant féminins que masculins, on a même des bêtes un peu hybrides. Donc j'y vais ici avec mon explorateur, c'est une fille qui semble être un peu un hybride entre un humain et une bête. Et, aspect intéressant, chacun des personnages ont leur illustration, mais en cours de partie, on va pouvoir se transformer du côté chib, donc de petits animaux.
Ça semble être peut-être une petite souris. Et à ce moment-là, on va devenir beaucoup plus faible, mais on va pouvoir se sauver plus facilement des ennemis. Donc si on est peureux, ça nous permet donc d'esquiver les combats et de se sauver. Ça, c'est valide pour tous les personnages, à l'exception des loups-garous. Donc les loups-garous ont, à l'inverse des personnages qui sont ici, et lorsqu'ils se transforment en loup-garou, ils vont devenir plus féroces. Puisque le jeu s'appelle D6 et le D6 sera notre valeur de base d'à peu près tous les tests de statistiques qu'on a à faire. Sauf si on vient du côté animal, on va ici passer en D4, donc beaucoup plus faible. Par contre, les loups-garous, eux, passent en D8, alors ils sont plus forts. En contrepartie, par contre, ils ne peuvent pas entrer dans le village et ils ne peuvent pas utiliser de weapon, donc d'armes. Ça va de soi aussi, les animaux ne peuvent pas utiliser d'armes. Il y a une décision à prendre à ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant, l'ajout du werewolf pour le personnage supplémentaire. Ça, je trouvais ça bien. Donc on a chacun nos plateaux de personnages. On va avoir notre représentation ici. On peut avoir notre standee à l'effigie de notre personnage. Mais on peut y aller également avec la classe. Donc dans le cas présent, ici j'ai le woodling et c'est cette icône-là que je vais utiliser. C'est au choix, vous y allez avec un ou l'autre. Présentement, je vais y aller avec ces marqueurs-là qui sont de beaucoup plus jolis. Mais si vous aimez les standees, sachez que c'est disponible. On va recevoir un marqueur vert ici qui va être notre marqueur d'action puisqu'on a dit qu'on a seulement 3 actions à faire par tour. Donc ça se fait assez rapidement. On a ici nos marqueurs de skill ou d'habileté qui vont être barrés présentement. Donc on a un plateau engravé avec 2 épaisseurs, ça c'est bien. On les met du côté cadenas et éventuellement on pourra les débarrer. Comment on les débarre? Mais en faisant nos tests de statistiques. Alors on va procéder avec des dés. Donc le jeu se joue avec une série de dés. Tous les dés bleus seront les dés des personnages, les dés noirs seront les dés des monstres contre qui on va devoir interagir. Donc on commence avec un D6, ce qu'on fait c'est qu'on va brasser notre dé et on va attribuer la valeur à une des 4 caractéristiques qu'on a ici. J'ai brassé un 3, les statistiques sont de 3, 4, 5 et 6, donc il n'y a pas de valeur en bas de 3, donc si vous brassez 3 et moins, vous allez prendre le 3, vous l'attribuez à une valeur de votre choix, donc dans le cas présent je vais le mettre en intelligence, et parce que j'ai brassé un 3 et moins, je me prends une pièce de monnaie, que je vais mettre sur mon personnage. Donc c'est ma consolation d'avoir une statistique faible. Maintenant j'ai un 6. Alors le 6 c'est le maximum que je peux avoir. Donc ici on va ici sur le stealth. Ça me permet de fuir mes ennemis. J'ai un +1. Donc le personnage permet de fuir plus facilement. Et bien, effectivement c'est comme un Rangers. Ça me donne rien de mettre le 6 parce que je ne peux pas monter la valeur au-dessus. Alors ce que je vais faire c'est que je vais le mettre ici en force. Donc ça sera ma valeur 6. Et là on voit ici que j'ai des petites notes. Donc, c'est le nombre de cartes que je vais pouvoir tenir. Plus je suis fort, plus je peux avoir de cartes d'équipement. Donc, à 3, je peux avoir 3 cartes. À 4, je peux avoir 4 cartes. À 5, 5 cartes. Et à 6, l'aspect très intéressant, c'est que je vais gagner tous les bris d'égalité. Lorsqu'on va se battre, on va brasser des dés pour l'ennemi et pour nous. Et par défaut, l'ennemi va toujours gagner l'égalité, sauf si on a une force de 6. À ce moment-là, c'est nous qui gagnons. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai un 3. Donc, ça, c'est moins bon par contre. Alors, je vais prendre mon 3, je vais le transformer en 4, puisque je vais prendre le +1 ici. Je le mets ici, mais je me prends quand même la pièce, puisque j'ai brassé un 3. Et ensuite, je brasse pour ma dernière. Ouf, et c'est un 2. Donc, on a dit qu'on ne peut pas aller en bas de 3. On met ça ici, et je me prends quand même ma pièce. Alors, j'ai eu 3 pièces. Les statistiques de chacun des personnages se font comme ça, mais sachez que les personnages vont pouvoir évoluer en faisant différentes actions. Aspect intéressant, on a ici des pancartes qui sont distribuées autour du jeu et qui vont nous donner les règles de base qu'on peut faire. Donc on voit ici que lorsque je suis en village, donc le village est ici dans le coin, je peux empty mon sac, donc vider mon sac à dos. Je peux me faire des entraînements, donc pour 2 pièces de monnaie, je peux augmenter une statistique de 1. Donc je pourrais directement à mon tour dépenser 2 et augmenter une statistique. Ou je peux utiliser la fontaine de jeunesse pour jeter une pièce de monnaie dans la fontaine et brasser le dé. Et si j'ai au-dessus de ma valeur, ben, je vais avoir la nouvelle valeur que j'ai brassée. Donc, c'est un peu gambling, si on veut. Donc, c'est des actions qu'on peut faire au village. Donc, ça sera une façon d'augmenter nos statistiques. On a eu la statistique de la force qui nous permet d'avoir des cartes. Le stealth va nous permettre de fuir un ennemi. Lorsqu'on a un ennemi qui est dans un même secteur que nous, on est obligé de l'affronter, sauf si on décide de le fuir. Pour ça, il faut faire un déplacement silencieux.
Alors on brasse ici, il faut brasser sous ma valeur, donc il faut que je brasse sous le 4. Donc c'est toujours en dessous, c'est pas en dessous ou égal, de sorte que le 6, ça va toujours être une possibilité de manquer si je fais le même chiffre. L'autre aspect intéressant, c'est lorsqu'on vient du côté chibi, donc avec le petit animal, on a dit qu'on brassait un D4. Donc si je brasse un D4 pour avoir sous le 4, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de m'enfuir en étant en petits animaux. Donc c'est là la subtilité intéressante. À l'inverse, le loup-garou, assez difficile de passer inaperçu. Donc lui, il va brasser un D8 pour avoir sous 4, alors ça devient plus compliqué pour lui. Intelligence, c'est surtout utilisé dans le livre de donjon qui est ici, puisqu'on va avoir des phases de jeu, on va avoir nos 3 actions, et éventuellement, on va utiliser ici un compas pour marquer nos aires de jeu. Donc, on va jouer 1, 2, 3, on va comme ça évoluer. Une partie courte se fera en 3 tours, une partie longue se fera en 6 tours, et à chaque fois qu'on va ici passer à côté du dé de pourcentage, donc on fait la ronde 1, on fait le dé de pourcentage. À ce moment-là, on drasse un dé de pourcentage. On a ça ici. Donc avec un dé 10 et un dé 100. Et à ce moment-là, ici, j'ai 54. On s'en va dans le livre de règles. Et on va lire que le DM va nous compter, puisqu'on refait l'esprit de Donjon Dragon. Et ça, c'est très intéressant. Et on va avoir une petite histoire pour laquelle on va pouvoir interagir. Donc ici, j'ai la tour de garde. Et j'ai une petite histoire qui apparaît. Et on voit ici que j'ai un garde et la tour de garde qui va apparaître. Alors, j'ai une série de jetons qui sont ici. Alors ici, on a le garde et la tour de garde qui vont être distribués à quelque part sur le plateau. On va devoir interagir avec ça selon ce qu'on va avoir brassé ici. Et l'intelligence, souvent, nous est utile pour la phase du DM. Ensuite, le skill qui est ici. On voit qu'avec un 3, je peux unlock one marker. Donc, j'ai débarré un marqueur d'habilité. Ça, c'est vraiment triste. À 4 et plus, j'en ai 2. À 5, j'en ai 3. Et à 6, je peux utiliser 2 fois le même endroit. Donc, on voit ici que j'ai mes différentes caractéristiques. Donc, on peut voir ici que je peux utiliser une arme short bow. Donc, si je m'en vais ici, je vais transformer mon arme à distance. Donc, ça me permet de faire une subtilité que je vais vous montrer plus tard. Donc, présentement, j'ai juste un marqueur. Donc, j'ai tout intérêt à augmenter vraiment mon skill parce que j'en ai seulement un de débarré. Alors, il va falloir que j'aille m'entraîner pour être capable d'augmenter cette statistique-là. On a ici nos 3 points de vie. C'est ce qu'on a comme point de vie dans le jeu. Alors, à chaque fois qu'on va perdre un point de vie, on va l'enlever et on va le mettre au village. Puisqu'à chaque fois qu'on va revenir au village, on va pouvoir remettre nos points de vie au maximum. Donc ça, c'est assez simple comme mécanique. C'est efficace également. Et si jamais on perd nos 3 points de vie, ben, notre personnage va aller dans la Stick River, donc la rivière du passeur de la mort. Et à ce moment-là, on va perdre à peu près toutes nos cartes, nos compétences, mais on ne sera pas éliminé de la partie, on va recommencer. Il va nous mettre à quelque part aléatoirement sur la map et on va recommencer à jouer, donc c'est pas trop dramatique à ce niveau-là. Au niveau des statistiques, donc c'est complet. On a de l'argent de départ. Ensuite, chacun des personnages vont se prendre une carte héroïque et une carte avantage. Donc, c'est les 2 cartes qu'on va utiliser beaucoup dans la partie. La carte avantage, c'est essentiellement des armes ou des trucs qu'on va utiliser pour se défendre. Donc, on a dit que par défaut, on va toujours avoir un D6 à brasser. Là, ici, j'ai un Butterfly Sword qui me donne un D8, qui est intéressant. Et en plus, il y a la caractéristique de range, donc à portée, puisqu'il y a des papillons qui vont aller porter mon arme. Alors, c'est tous des trucs assez rigolos comme ça. Sachez qu'à chaque fois qu'on utilise par contre les cartes, on les utilise une seule fois et on la défausse. Donc, il y a une utilisation judicieuse des cartes. Alors, donc, range, ce qu'on a dit, ce que ça va faire, c'est lorsque je vais être sur le même emplacement qu'un adversaire, on va y revenir au niveau des personnages, on va les attaquer, on va avoir une contre-attaque. Par contre, si j'utilise le range, je vais devoir être sur la même case quand même que lui, mais je ne serai pas immédiatement à côté de lui. Ça va m'éviter de prendre une blessure lors de sa défense. Alors, c'est bon pour ça. Héroïque est utilisé pour plusieurs choses. Donc ici, on voit, j'ai une espèce de portail avec le monstre des deux côtés. Ça me permet de prendre un monstre qui est dans mon espace à moi et de l'envoyer dans une loupe temporelle n'importe où sur le plateau. Donc c'est le genre de truc que les quests héroïques vont être utilisés. Il y a différentes choses aussi qu'on va vous montrer. Donc on commence la partie avec chacune carte comme ça. On a notre cube ici, qui est notre cube gélatineux qu'on pourra éventuellement utiliser. Donc c'est un D12, on voit ici. Lui, il va attaquer tous mes adversaires, sauf moi.
avec un D12 et ça me permet de le distribuer n'importe où sur le plateau. Donc je l'engage, ça me coûte 2 pièces pour le mettre quelque part pour ennuyer mes adversaires. Donc c'est un peu mon interaction que je vais faire avec eux. Et notre plateau est essentiellement prêt. On a également à prendre un plateau de ressources qui est ici. Donc il y en a 4 dans le jeu, ils sont tous différents mais pareils, comment vous allez dire. Bon, les plateaux de Gather Board sont identiques, mais de configuration différente. Donc on les prend aléatoirement, ça n'a pas vraiment d'importance. Sauf pour la partie solo, on a un plateau ici avec un petit point rouge qui est ici. C'est lui qu'on doit utiliser lorsqu'on va jouer en solo. Sinon, dans tous les autres cas, on prend n'importe lequel. Ensuite, on a ici des emplacements des potions, donc 6 potions disponibles. On va avoir ici nos marqueurs de potions qu'on va mettre à notre disposition. On va avoir ici l'emplacement pour mettre nos bounty, puisqu'on va pouvoir aller faire des chasseurs de primes et on va récupérer éventuellement des contrats. On en a un maximum de 3 qu'on peut garder. Il va falloir éventuellement aller reporter au village pour pouvoir encaisser. Et on a ici ce qu'on appelle des hides, puisque lorsqu'on va affronter des monstres, on va récupérer des jetons comme ça. On a un petit bag building. Et on va ici, dans mes spécialités, donc moi, ce personnage-ci, va être à la recherche, si on veut, de bêtes, de undead et de bandits. C'est mes classes de personnages que je vais éventuellement aller chercher. Lorsque je vais réussir à en avoir un de chaque, je vais pouvoir les remplacer pour pouvoir me donner un monstre de mon choix. Pourquoi changer le type de monstre? Puisque vraiment, ce qu'on va vouloir aller faire, c'est les bounty qui sont ici. Donc on a un paquet ici de cartes, on va toujours en avoir 3 de disponibles, et à chaque fois qu'un contrat va être utilisé, il va être remplacé. Donc dans le cas présent, pour faire 3 points de victoire, il faut que je me rende dans le Wasteland, qui est ici, et il faut que je réussisse à me débarrasser d'un beast. Ça donne bien, moi c'est ce que je cherche. Alors je vais essayer d'avoir autant que possible des beasts là. S'il y en a, je vais me dépêcher pour y aller. Sinon, je vais essayer d'aller transformer, ça devient un pouvoir, pour transformer une bête qui est ici en beast. Et à ce moment-là, je vais pouvoir réaliser mon contrat, le mettre ici dans mon sac à dos et on va remplacer. Et c'est comme ça qu'on va faire nos points de victoire en faisant les différents contrats. Donc la spécialité me permet ici d'aller remplacer un monstre dans une classe que je cherche. Les wilds qui sont ici, c'est pour les autres classes, parce que j'ai 5 classes au total et il y en a que je n'utiliserai pas. Donc s'ils ne sont pas dans mes spécialités, ils vont aller de ce côté-ci. Et ici, ça me permet de remplacer, lorsque je vais avoir fait 2, je peux remplacer ces 2-là contre n'importe quel qui est là. Donc dès que j'en ai 2, je les retire, je les mets dans le sac. Et j'en mets un ici pour dire que ça a été complété. Donc c'est mes wilds. C'est ce qui me permet donc de compléter mes différents contrats. Donc, ça c'est pour le Gather Board. On a ici en haut notre particularité. Donc, chacun on a tous les mêmes indications, mais pas aux mêmes endroits. Donc, ici, l'avantage 1, 2, 3 et 4. Parce qu'au début de chaque phrase, on va faire ce qu'on appelle un Gather. Donc, on va récolter des ressources. Au début de chaque tour, on en fait un collectif. Éventuellement, dans la partie, on peut en faire. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement brasser un des 4. Et là, on a un des 4 ici. On va regarder, donc ici ça me donne un 2, et 2 ici ça me permet d'aller récolter 2 pièces de monnaie que je vais tout simplement mettre dans ma réserve pour pouvoir les utiliser. Donc c'est les 4 façons de faire des gather, mais on voit ici que la disposition est différente d'un à l'autre. Ici j'ai un advantage card, donc une carte d'avantage en niveau 1, et ici elle se retrouve en niveau 3, donc c'est essentiellement les 4 mêmes actions, mais disposées différemment d'un plateau à l'autre. Puisqu'on a parlé ici des jetons des monstres, ben parlons-en des monstres. Donc on a un gros sac ici avec une série de jetons de monstres. On a différentes classes. Donc comme je vous ai dit ici, on a des bandits, donc avec le petit marteau, ou la massue. On en a toujours 3 de chaque, donc des faibles, des moyens et des plus durs pour chacune des catégories. Donc ça, c'est probablement le kobold, c'est le faible. On voit ici qu'il se défend avec un D4. Il y a par défaut plus 1 sur son jet. Et on voit une petite icône ici, puisqu'on va avoir, vous avez vu sur le plateau, on a des différents marqueurs de terrain. Et c'est ce qui va déterminer les bonus, si on veut, des personnages. Au début, on va les disposer aléatoirement. Donc on a 4 donjons qu'on va disposer. Et on a différents terrains. Ici, j'ai des forêts. Ici, j'ai ce qu'on appelle un trail. Et ici, j'ai des montagnes. Et finalement, ici, j'ai un cimetière. Alors, c'est
4 types de terrains particuliers. On va tout simplement brasser au début un D10, puisque je suis du côté du plateau D10. De l'autre côté, on a dit qu'il y avait 12 emplacements. À ce moment-là, on brasse un D12. Et on regarde ici, j'ai un 1. Alors, bon, dans le cas présent, j'ai mis ici une forêt. Donc, on va y aller en les positionnant aléatoirement, tout simplement, sur le plateau. Sachant qu'il peut y avoir 2 types de terrains différents dans le même emplacement, comme ici j'ai un trail et j'ai un donjon, mais je ne peux pas avoir 2 donjons dans le même secteur. Si c'est le cas, on brasse. C'est ce qui rend un petit peu lourd la mise en place. On peut aussi les mettre tout simplement aléatoirement. Je pense que ça ne fait pas grande différence parce qu'au début de la partie, on n'a aucune idée vers où on s'en va. Même chose pour les monstres. Donc les monstres, on va en piocher 2 par joueur qu'on va déplacer, qu'on va placer au début de la partie. Donc encore là, on va brasser un dé. Alors, je brasse un dé, donc en position numéro 6, je pioche dans le sac et on regarde ici, ils ont tous des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le North Point ici. Et on voit ici que j'ai un Werewolf qui donne un D10 plus 1 pour se défendre, donc c'est assez fort. Et il y a un bonus avec la petite identification ici de Trail. Donc s'il est dans le même secteur qu'ici, il y a un plus 1 additionnel. Ce qui ne sera pas le cas parce qu'ici, il est au North Point. Alors, on va tout simplement brasser les dés et les positionner 2 par joueur, ce qu'on a dit. On voit ici que j'ai le Arbor. Je vais essayer, donc ici, j'ai un Minotaur. Et ils sont tous par classe. Donc ici, on voit que c'est un Rogue, donc un voleur. On y va avec la couleur. Donc ceux qui sont bleus sont tous représentés. Donc si le Minotaur est ici, et ce que ça dit, c'est que ici, je vais devoir me rendre au Arbor, attaquer le Minotaur, le récupérer pour pouvoir prendre la carte de Bounty et éventuellement faire 3 points. Donc, c'est placé aléatoirement, là, sachez, je voulais juste les mettre pour vous identifier. Et lui, il a un bonus s'il est dans un même secteur qu'un donjon. Présentement, il n'y a pas de donjon. Alors, ici, on voit que le Kobold, c'est un D4 plus 1, puis on a dit que c'est sur les trails. Donc, si je le mets ici, il va brasser un D4 et il va avoir plus 2 parce qu'il y a plus 1 par défaut, puis plus 1 pour le terrain qui est ici. On a, jusqu'à date, je vous ai montré, donc la dernière classe qu'on a ici, c'est les Undead. Donc si j'ai un vampire qui a un D12, qui n'a pas de bonus, par contre, si je le mets, s'il atterrit sur ce secteur-ci, évidemment avec le cimetière, ça lui donne un plus 1 par défaut. Donc dans le cas là, dans ce cas ici, c'est un D12 plus 1. Donc on a des Undead, des Rogues, des Bandits, et ici des Beasts. Et en plus de ça, ici j'ai ce qu'on appelle des Poison, donc des personnages empoisonnés. Sachant qu'à chaque fois que ces personnages qui sont sur le plateau ici vont m'attaquer, je vais manquer mon attaque, donc eux vont avoir une attaque plus élevée. Je vais perdre un point de santé que je vais mettre au village, sachant que j'en ai juste 3, donc je vais devoir être prudent. Et dans leur cas à eux, ils ont tous seulement 1 point, donc dès que je réussis une attaque, je vais tout simplement enlever le jeton et passer à travers l'ennemi. Par contre, c'est un peu différent avec les Poison. Les Poison, ce que ça fait, c'est que plutôt que perdre des points de santé, on va perdre des points de statistiques. Ça peut faire mal, donc on va descendre nos statistiques de 1 à chaque fois qu'on va être empoisonné par ces fameuses bêtes-là. Donc lui, c'est un D8 plus 2. Alors encore là, on va tout simplement brasser 6. Ça s'en va ici. On peut avoir plus qu'un ennemi sur le même secteur. C'est malheureusement le cas. L'avantage par contre, c'est qu'on rentre dans l'espace. Pour s'enfuir du secteur, c'est toujours ici notre statistique qui compte, peu importe le nombre d'ennemis. Et lorsqu'on va attaquer, on va décider l'ordre dans lequel on va les attaquer. Donc je peux commencer par soit le plus fort, soit le plus faible. Sachant qu'à chaque fois que je réussis un combat, on regarde de l'autre côté et on récupère ce qui est marqué là. Donc par défaut, c'est toujours 2 pièces d'or pratiquement sur tous les personnages. Donc à chaque fois, je vais récupérer de l'or qui va me permettre éventuellement d'aller acheter des cartes avantages, donc de récupérer d'autres armes. Alors ça aussi, c'est assez intéressant. Donc il y a une gestion à faire à ce niveau-là. Les derniers types de monstres qu'on peut avoir, c'est les Guardians qu'on appelle. Ils sont en blanc. Et ils ne figurent pas dans les bounties, ce ne sera pas des personnages qu'on va devoir attaquer pour pouvoir avoir des récompenses de chasse. Par contre, chacun des personnages ici, ou presque, ont des valeurs positives. Donc, à l'exception de lui, qui est le Plant of Eden. Ils ont tout simplement 3, ils ne brassent aucun des autres, donc c'est 3. Donc si j'en ai un ici, je m'en vais l'attaquer, il faut que j'aie une valeur égale à 3, ou supérieure à 3 égale, parce que dans mon cas, j'ai une force de 6, sinon supérieure. Sachant par contre que si j'en ai 2 qui apparaissent, c'est 3 plus le nombre de
plantes. Donc plus il y en a, plus ça se multiplie et plus ça devient difficile de passer à travers les plantes grimpantes et carnivores qui sont là. Alors c'est thématique. Et on a également les Guardians ici qui sont soit des Kraken ou soit des dragons. Donc le dragon c'est un D20 plus 6, c'est assez difficile. Mais on voit ici qu'à la fin de la partie, je vais garder ça à côté de mon plateau et ça va me donner, dans ce cas-ci, 3 points de victoire supplémentaires. Donc c'est directement des points de victoire en les combattants qu'on réussit à faire. Ils sont difficiles, mais ils sont payants. Alors tout ça s'en va dans le sac qui est ici. Comme on voit, là, on en a énormément. Et on a ici un petit plateau qui vous les montre toutes. C'est le plateau du mode coopératif. Donc, mode coopératif, plutôt que d'avoir les bounties qui sont ici, les bounties vont servir à prolonger notre partie, mais essentiellement, il va falloir aller récolter un de chaque. Donc, on voit qu'on en a 3 au niveau des poisons, 3 au niveau des rogues, 3 ici au niveau des beasts ou des bêtes, les bandits 3 et les undead 3. Donc, c'est essentiellement tous les personnages qu'on va avoir dans notre sac. Sachant que selon les secteurs où ils sont également, ils peuvent avoir des bonifications. Et l'aventure également va peut-être en faire apparaître d'autres, puisqu'on a une série de jetons. Ici, on voit que j'ai un werewolf qui peut arriver, j'ai des bâtiments. Tout ça se passe avec la phase DM, qui est assez intéressante. Alors, si on passe en revue rapidement les quelques actions supplémentaires qu'on peut faire, puisqu'on a dit qu'on a 3 actions qu'on peut faire, c'est tout simplement 3 ici, et c'est vraiment 3 actions qu'on peut faire. Bouger d'une case, ça compte pour une action. On peut chasser. Chasser, ce qu'on fait, c'est si j'ai aucun ennemi qui est là, je peux tout simplement aller piocher un jeton ici, le mettre là. Ma chasse est faite. Donc, je viens de faire apparaître un vampire. J'ai été à la chasse. C'est ma deuxième action. Et ma troisième action, ce serait de faire un gather. Donc, un gather, on a dit qu'au début du tour, on en a un qui est collectif. Je vais y revenir dans quelques instants. Sinon, on va tout simplement brasser un dé, mais pour ça, je ne dois pas avoir d'ennemis présents dans ma case. Et là, 3, je regarde ici, ça me fait un wild. Wild, je choisis, donc je pourrais aller me prendre une potion ici et aller prendre une grape jib juice qui me permet ici d'avoir une action supplémentaire. C'est intéressant, j'en ai seulement 3, donc je peux m'acheter une 4e action ici avec une potion de vigueur, si on veut. C'est les 3 actions qu'on peut faire, donc c'est assez simple. Mais le reste peut être bonifié par le nombre de fois que je peux utiliser les skills, le nombre de fois que je peux prendre des potions, je peux des cartes, je peux en acheter et en jouer autant que je veux pourvu que j'aie de l'argent. Alors, c'est des différentes actions qu'on peut faire. On a ça ici de résumé sur nos plateaux, comme on a dit. Alors ici, pour 2 pièces d'or, je peux acheter une carte avantage, qui est essentiellement des armes qu'on va trouver. Et à la fin du tour, parce que ça ici, c'est pour nos 2 pièces d'or, et si je réussis à faire une fin de tour au complet, donc j'ai fait mes 3 actions. Il faut juste que je me rende jusqu'à 3 actions, parce que certaines fois, je vais rentrer dans un espace, je vais avoir des monstres, et je vais être obligé de les combattre, et je ne réussirai pas, donc je n'aurai pas fait toutes mes actions. Donc à ce moment-là, je ne l'aurai pas, mais si je réussis à faire toutes mes actions, à la fin de mon tour, je récupère 2 cartes héroïques, qui est quand même intéressant. Ensuite, on peut avoir ici Dog Mode, qui me permet de rebrasser un dé. Donc, dé de chance. Donc, ça me coûte quand même 2 pièces d'or pour... si j'ai un mauvais jet de dé, je défausse de l'argent, je rebrasse un dé, ce qui n'est pas mauvais. J'ai un Holy Water, donc des eaux bénites que je peux m'acheter si je combats un Undead. J'ai pas d'armes avantageuses, je pourrais payer ici 2 pièces d'or pour aller m'acheter un flacon d'eau bénite et brasser un dé 12 pour me défendre, ce qui est quand même bien. Je peux louer un cheval pour 1 pièce d'or qui me permet d'ajouter 1 à mon mouvement. Donc je pourrais défausser 1 et plutôt que de bouger juste d'1, je vais bouger de 2. Mais si j'ai un ennemi ici, si je veux bouger, il va falloir que je fasse un test de silence pour être capable de passer à travers, sinon je vais être obligé de rester là et l'affronter. Et donc je peux également engager mon cube ici, qu'on a parlé au début, donc pour me nuire à mes adversaires. Ça coûte 2 pièces pour engager un cube et le défausser, le mettre à n'importe où sur le plateau. Il ne bougera pas, mais je peux toujours le réengager pour payer 2 autres pièces et le faire bouger, le faire travailler plus fort, mais il manque toujours de l'argent. On a vu ici qu'au village, je peux m'entraîner avec 2 pièces d'or pour augmenter ma statistique. Je peux prendre ma fontaine pour 1 pièce et je peux vider mon sac. Vider mon sac, ça me permet d'aller porter mes bounties parce qu'on a dit qu'on a un maximum de 3, donc ça c'est avantageux. Et systématiquement, lorsque je rentre au village, je vais guérir toutes mes blessures, donc je récupère les points qui sont ici. Et je peux refresh, donc mes marqueurs qui vont être utilisés, je peux pour 1 pièce d'or les ramener ici en haut,
pour être capable de les redéployer éventuellement. Ça aussi, c'est assez important à faire. Donc, on voit qu'on a une belle gestion d'argent à faire avec tout ça. Au début d'un tour, ce qu'on fait, on commence par faire la phase Gather. Alors, à ce moment-là, on brasse un dé. Alors, ça, c'est un dé qui va être utile à tout le monde. Donc, moi, c'est un 2. 2, ça me permet de récupérer 2 pièces de monnaie que je mets ici. Et tout le monde fait la même chose, mais c'est pas tout le monde qui va prendre 2 pièces parce qu'on a dit que les plateaux étaient asymétriques. Donc, dans le cas présent ici, c'est 2 pièces. Dans le cas présent ici, c'est un wild, c'est lui qui décide. Et dans le cas présent ici, c'est une carte avantage qu'il va récupérer. Ça revient pas mal au même puisque je peux dépasser 2 n'importe quand ici pour aller m'acheter une carte. Alors, ça va dépendre comment je vais l'utiliser. Par contre, l'argent, ça va me permettre également d'engager un cheval pour bouger plus vite et faire différentes actions comme ça. Alors, je commence mon tour ici présentement avec mon Woodling. Je suis au village, alors je pourrais dire, je vais prendre une pièce et je vais essayer de faire ma fontaine de jouvence. Alors, je vais tout simplement brasser un dé. Je vais me prendre ici un dé 6. Je vais essayer d'augmenter mon skill qui est à 3 présentement. Et là, on voit que je tombe à 4. Alors, à ce moment-là, je prends mon 3, je le transforme en 4 et ça me permet de débloquer un deuxième marqueur. Tout ça, ça m'a coûté seulement une pièce. Par contre, si je ne l'avais pas eu, j'aurais quand même perdu ma pièce. Mais si j'étais passé sur 6, je serais passé directement à 6. Donc, on a un petit gambling à faire à ce niveau-là. Je peux également défausser, pour faire l'autre action qui est l'entraînement, je peux défausser 2 pièces ici qu'on a dit pour augmenter systématiquement une autre. Donc, je peux prendre mon skill, j'enlève le 4, je le remplace par un 5. Et à ce moment-là, j'ai débloqué mon troisième marqueur qui va me donner des habilités différentes. Alors, je suis encore au village, j'ai toujours pas fait d'action, mais j'ai quand même commencé à jouer. Par contre, avant de commencer à jouer, j'aurais dû vous dire que l'autre action qu'on a à faire, donc on a un gather. On a un gather collectif, donc une ressource qu'on a été collectivement récupérée, donc ça permet aux autres joueurs de jouer en même temps. Mais ce qu'on doit faire au début de chaque tour, c'est également brasser un dé, 1, et faire apparaître un ennemi. Alors, à chaque fois, les ennemis apparaissent. Et là, ici, j'ai une momie qui vient d'apparaître. On voit ici que j'en ai 2 en partant, donc ça risque d'être corsé. En plus de ça, à chaque fois qu'on va réaliser un contrat, donc lorsqu'on récupère une carte contrat, parce qu'on a réussi à le faire, on va faire apparaître également des personnages. Donc, ça va quand même rester assez peuplé de morts vivants et autres compagnies durant la partie. Lorsque j'avance, donc je fais ici une action, je fais une action de mouvement. J'ai décidé de faire ça. Je pourrais dire ici que je vais aller au Harbor ici pour aller récupérer le Minotaur parce que lui m'intéresse. Alors je vais essayer de fuir les ennemis qui sont là. Je vais faire un test ici de stealth. Alors je vais brasser mon D6. J'ai besoin de faire 4. Je pourrais regarder mes cartes parce que je peux avoir des cartes qui vont me permettre de bonifier ici ou des skills qui sont ici. Donc ici on a ici qui me permet de transformer une arme à distance. Ici, ça me donne plus 2 sur mon combat quand je suis sur un terrain. Donc ici, on voit ici que j'ai un terrain. Ce qu'on appelle terrain, c'est toutes les icônes ici, à l'exception des donjons. Donc ça, c'est un terrain, ça, c'est un terrain, ça et ça, c'est un terrain. Donc si j'utilise ici mon friendly terrain, c'est que mon Woodling connaît bien les environnements. Donc je peux l'utiliser à bon escient. Ça me donne plus 2 sur le combat. Ça serait intéressant ici pour me débarrasser de ça. Ici j'ai un plus 1 sur un combat. Ici je peux échanger mon personnage avec un autre personnage. Si je fais ça durant la partie, ça me permet vraiment de changer deux jetons de place. Par contre, le personnage qui va avoir été bougé, celui qui va avoir subi cette action-là, lui va récupérer une pièce en contrepartie qu'il aura trouvée probablement en arrivant sur place. Et j'ai le Animal Ending qui lui me permet, quand je vais faire une chasse, et que je trouve pas la pièce qui m'intéresse, je peux utiliser ça pour enlever le monstre que je viens de choisir, le mettre n'importe où ailleurs et repiocher une nouvelle carte de chasse. Alors ça me permet d'être un petit peu plus versatile à ce niveau-là. Alors bon, admettons ici que je vais faire un autre déplacement et je vais plutôt avoir payé une pièce pour utiliser mon cheval. Donc j'ai fait un mouvement ici. Je vais essayer de me rendre ici avec mon autre mouvement gratuit. Ça ne me coûtera pas une action. Je brasse ça ici. 6, c'est manqué. Alors, mon cheval, je l'ai perdu. J'ai perdu ma pièce, j'ai perdu mon mouvement et je suis pris là. Donc, je vais devoir les affronter. À ce moment-là, je vais devoir aussi choisir qu'est-ce que je vais faire. Je pourrais utiliser ici mon Heroic Quest pour aller
me débarrasser du vampire et je peux le placer n'importe où sur le plateau. Donc si j'avais un adversaire que je veux pas nécessairement, mais on voit ici quand même que dans le swamp peut être intéressant. Donc je pourrais l'envoyer ici, mettre 2 vampires, puisque ici c'est ce que ça a besoin pour au niveau de cette quête-là. Donc je vais avoir défaussé ça ici, cette carte-là. Il me reste maintenant juste une momie qui a plus 2 et elle n'a pas le bon terrain, donc elle n'a pas de bonification ici là-dessus. Moi par contre, je peux prendre ici mon bonus de combat qui me donne plus 2. Donc j'ai ma carte ici qui est un D8, qui est à distance, qui est range, donc j'aurai pas de contre-attaque. J'ai un plus 2 ici parce que j'ai pris mon friendly terrain puisque je suis dans un secteur avec un terrain. Donc à ce moment-là, je prends mon plateau ici. On va enlever les dés. Donc on voit qu'ici, lui, il y a un D8. Donc on prend les dés noirs. Alors, D8. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment comme donjon, les différents dés. Moi aussi, j'ai un D8. Lui, il a plus 2. Moi, j'ai plus 2 ici avec ça ici. Par contre, je suis range. Je ne me ferai pas blesser. Est-ce que je peux faire autre chose? Il me reste seulement une pièce. Donc, c'est malheureusement pas le cas. Alors, advienne que pourra. Alors, j'ai 8. Il y a 3. Tout simplement comme ça, j'ai réussi. Alors, j'enlève ça ici. C'est dans un terrain qui n'a pas un lien avec mon fameux bounty nécessaire ici. Alors, ce que je fais, c'est que je le tourne de côté. Je récupère 2 pièces d'or qui va me permettre éventuellement d'acheter des armes, puisque l'arme que je viens d'utiliser, je suis obligé de la défausser. On regarde ici, c'est un squelette, donc on va mettre ça ici. Et éventuellement, ça me permettra d'utiliser ce sort-là. Donc, c'est utile quand même pour moi. Les actions de combat ne comptent pas comme des actions parmi mes 3 actions. Donc, j'ai toujours juste une action de fait. Je peux donc continuer mon mouvement. Je pourrais faire un deuxième, m'en venir ici. Et à ce moment-là, je pourrais essayer de battre le Minotaur, essayer de faire mon Arbor Bounty ici, pour aller récupérer la carte, éventuellement faire 3 points. Donc, on tourne comme ça autour. Autre chose que je ne vous ai pas dit. Dans les Heroic Quests, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, ici, c'est une action ici qui me permet d'utiliser à partir du Harbor la mer qui est ici, me voyager en bateau. Donc, ça me permet de bouger plus rapidement. Ici, j'ai une potion qui me permet de faire un critical. Qu'est-ce qu'un critical? C'est lorsque je brasse un dé, je vais prendre le chiffre et je vais le multiplier par 2. 1 x 2, ça fait 2. Mais donc, ça peut être bon quand même dans certains cas. On a également ici ce qu'on appelle des buffs. Et les buffs, ça permet aux autres joueurs de rendre les monstres contre qui on se bat plus forts. Alors, lorsque je vais décider de battre le Minotaur, comme dans le cas présent, donc je dis, je vais battre le Minotaur, je vais regarder tout le monde autour de la table, est-ce que vous avez des cartes de buff à jouer? Alors, mes adversaires peuvent jouer ces cartes-ci pour renforcer mon personnage. Alors, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les jetons ici. D'un côté, c'est les jetons de vie. De l'autre côté, on voit ici que c'est un plus 1. Alors, ils vont tout simplement défausser leur carte. Dans le cas présent, on a un Minotaur avec des ailes, donc il y a plus 1. Alors, ils vont commencer à collectivement renforcer, parce que là, ils vont savoir que si c'est un Minotaur et que c'est bon pour mon bounty, ils vont vouloir nuire à ma partie en jouant des cartes comme ça. Donc, je ne saurais pas exactement les probabilités parce que je ne sais pas ce que les autres joueurs vont jouer. Et ça permet également de faire une certaine interaction durant le tour parce qu'on voit qu'on a seulement 3 tours, mais on peut étirer ces tours-là longtemps. Et comme on fait toutes nos actions avant que ça passe à l'autre, donc ça peut être quand même assez long à ce niveau-là. C'est le genre de truc qu'on va avoir. On va avoir ici, je peux rendre le monstre plus intelligent. Donc on a différents. Donc celui me permet de bouger de 2 espaces. Donc c'est vraiment des cartes qui peuvent être utilisées soit avantageusement pour nous ou soit désavantager nos ennemis, les personnages contre qui on joue. Les avantages, donc on voit ici, c'est la même chose. Donc j'ai des criticals, on en a parlé. J'ai des boucliers qui vont me permettre soit de faire des défenses ou soit de faire des rerolls. On a ici des petites armes, un petit D4 avec ici une sarbacane. Par contre, si je brasse un 1 ou un 2 sur mon dé, j'ajoute plus 10 à mon jet, donc j'ai réussi à empoisonner. Alors, toutes sortes de belles petites trouvailles. Et tout ça, c'est très, très humoristique. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on va faire à ce niveau-là. Alors, on continue comme ça. Donc, à chaque fois, on va passer ici par-dessus un double symbole de 0. On va brasser, on va faire un événement. Les événements sont vraiment très différents les uns des autres. J'en ai fait quelques-uns, là, comme ici, le Graveyard. On a un petit texte qui dit qu'on arrive dans un cimetière et qu'on se rend compte qu'il y a des squelettes qui sont en train de garder une tombe. Ça a l'air vraiment louche, donc on ne devrait pas y aller.
Mais on se rappelle de notre grand-père qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'aventurier célèbre qui n'avait pas pris de risque dans la vie. Et si on voulait venir riche, il fallait quand même oser. Mais on se rappelle également qu'il est mort d'une certaine mort horrible parce qu'il avait suivi son conseil, il n'était pas revenu d'une certaine aventure. Alors on va devoir choisir soit affronter les squelettes, soit fuir notre terrain, ou si on décide, on se rend compte que dans la tombe, il y a une porte et on peut rentrer dans un caveau. Alors, on va devoir choisir si on le fait. À ce moment-là, on va référer à une autre table et on va brasser un dé ici, un dé 10 pour savoir ce qui va se passer. Alors, toutes sortes de petites histoires comme ça qui viennent juste agrémenter le gameplay, mais qui sont fort intéressantes quand même. Donc ça va changer la donne un petit peu de la partie. Ensuite, on va tourner, on va faire le nombre de tours. Sachant qu'au tour 3 et au tour 6 ici, les monstres vont avoir plus 2, parce qu'on va tomber durant la nuit. Alors à ce moment-là, ils sont plus forts. Donc si on fait une partie courte, on arrête à 3. Si on fait une partie longue, on arrête à 6. Donc ça joue quand même bien. Le plateau est somme toute très petit. Donc on rentre vite dans les pattes des uns et des autres. Donc, je pense que j'ai fait un bon survol de ce qu'on a ici au niveau. On a dit que dans le mode coopératif et solo, il fallait avoir trouvé tous les personnages qu'on doit affronter. Donc, ça devient très corsé. On va devoir vraiment utiliser nos sorts pour les faire apparaître aux bons endroits, les transformer pour être capable de bien les gérer. Et on a ici un plateau, le plateau du mode coopératif et solo. À ce moment-là, on prend ici notre fameux compas qu'on va utiliser ici. Alors, même chose, ici on a une série de tours, on a un marqueur, on va mettre ça sur le round 4. Alors, on a 4 tours pour faire l'aventure, donc de récupérer tous les personnages ici en 4 tours. Je vous dis tout de suite, ça se fait pas. Alors, comment faire? Il faut éventuellement réussir à faire des bounties. À ce moment-là, je pense qu'on va en avoir 5 ou je pense que c'est 8. Il y a 8 bounties disponibles pour la partie. Et on va devoir essayer de les faire. À chaque fois qu'on va réussir à en faire un, on va bouger le marqueur rouge, on va rajouter un tour si on veut à l'aventure. Donc on va comme ça prolonger notre partie en faisant nos différents contrats. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, si on les fait tous, on a fait le tour du cadran. C'est la façon de faire. En solo, on va avoir ici des petits assistants qui vont être ici en prison, qu'on va pouvoir éventuellement faire apparaître. Donc lorsqu'on va faire la phase de Gather, si on arrive à prendre un avantage, à ce moment-là, on va prendre notre compagnon qu'on va déployer sur notre case à nous. Et lui, à chaque fois qu'on va bouger, donc à chaque fois qu'on va faire une action plutôt, il va bouger d'une direction de notre choix. Donc il peut nous suivre parce que la plupart du temps, on veut l'avoir avec nous parce que c'est là qu'il va nous donner des bonus. Donc dans le cas présent, ici, un petit chat qui va nous donner plus 1 à chaque fois qu'il est avec nous. Ici, j'ai une espèce d'aigle qui donne un D4. Si je me défends à main nue, donc avec un D6, donc lui, il va ajouter un D4 à mon attaque. Ici, j'ai une espèce de crabe qui me donne plus 2 à mon attaque si je suis dans un donjon. Et ici, j'ai une espèce de pieuvre qui me donne plus 2 si je suis sur n'importe quel des terrains. Des personnages qui vont nous suivre, qui vont nous donner un peu plus de facilité, mais pas vraiment. Également, en mode coopératif et solo, on n'aura pas le deck Heroic Quest, puisqu'on n'aura pas besoin de bonifier les actions. On n'a pas de buff à faire. À ce moment-là, ici, on va avoir une charte de 1 à 8 ou de 1 à 10. Et on va brasser 9 et 10, c'est au mode coopératif. Donc, si on joue en coop, on va brasser à chaque fin de tour un des 10 et on va mettre un des marqueurs. Ça sera une façon de faire des actions supplémentaires. Donc, c'est des bénéfices héroïques. Et en mode solo, c'est donc de 1 à 8. À chaque fin de tour, on brasse un des 8 pour pouvoir les utiliser. On peut en avoir jusqu'à 3. Si on ne les a pas utilisés, à ce moment-là, on peut tout simplement le déplacer sur le nouvel onglet, mais on n'en aura pas plus que 3. Donc, il faut les utiliser. Alors, c'est une façon aussi de compenser pour les actions héroïques. Sinon, on joue vraiment avec les cartes avantages pour pouvoir y arriver. J'en ai fait 2 parties en solo. Dans les 2 cas, il m'en restait 3 à faire. Donc, c'est faisable, mais c'est assez tendu. Parce que là, quand on perd du temps pour faire des bounties puis déplacer notre marqueur, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à faire le reste de la quest pour essayer de trouver les fameux monstres qu'on court après. Sachant également que lorsqu'on va récupérer des personnages blancs qui sont les héroïques, eux, on peut les mettre n'importe où sur le plateau. On peut remplacer n'importe quelle des figurines ici et les mettre. Donc, ça devient comme un Joker.
Alors, on n'a pas, c'est pas un système de pointage, c'est vraiment victoire ou défaite si on réussit à faire la carte au complet. Ça complète mon explication des règles du jeu. C'est quand même assez corsé. Il y a beaucoup de matériel, comme vous voyez, mais c'est tout du matériel intéressant à utiliser et de façon très différente d'une fois à l'autre. Alors, très bien à ce niveau-là. Donc, si je regarde au niveau de ma critique rapidement, on va y aller. Avec le matériel, vous voyez ici, c'est sûr que j'ai le Kickstarter avec donc les boîtiers pour mettre les différentes cartes. Ça vient dans le jeu de base avec les règles sur des affiches comme ça, c'est très bien. J'ai même ici des petites fontaines de jouvence pour mettre mes jetons. C'est vraiment de toute beauté avec de l'argent sonnant. Bref, superbe. Des plateaux engravés pour mettre nos marqueurs qui sont splendides. Alors au niveau matériel, on peut dire que c'est vraiment de haute qualité. Au niveau des règles, j'aime beaucoup l'audace qu'ils ont eu de faire un livre comme ça. Au niveau des événements, c'est sûr que c'est beaucoup de pages d'événements. Je pense qu'il y a 80 pages d'événements. Ensuite, on a 25 pages de présentation des personnages, plus les monstres, plus l'historique. Au total, à la fin, pour les règles qui sont placées à la fin, setup et règles, je pense qu'on a une quarantaine de pages quand même. Ça se lit bien. Par contre, le référencement pour se rappeler, ce qui manque, c'est peut-être un petit résumé. On en a un, mais vraiment petit à la fin, là, qui ne couvre pas tous les aspects, qui est ça ici, le setup, donc la résolution d'un tour, des combats et la partie. Ça va, mais lorsqu'on est un petit peu habitué, j'aime quand même ça. C'est audacieux et c'est très humoristique tout le long de la lecture, donc c'est quand même intéressant à consulter. Mise en place, beaucoup de matériel, beaucoup de types de cartes. Brasser les dés, mettre les différentes figurines à certains endroits, donc c'est un peu long. Mais comme la partie est quand même longue, on parle de 90 minutes, je pense que c'est correct proportionnellement là, à la longueur de la partie. Et c'est toujours le fun aussi de faire des statistiques de personnages. On a quand même des choix à faire durant ce temps-là, donc c'est intéressant. Au niveau artistique, superbe. J'aime beaucoup, moi, l'aspect des personnages avec donc un gros goon avec une petite tête. Ces différents personnages-là, je les aime beaucoup. Et de l'autre côté, donc, des petits mignons. Très mignon même. C'est très très bien. Ça ressemble beaucoup à des cartes de DM avec des notes et tout ça. L'artistique est très bien. Au niveau de la thématique, c'est un fantasy. Donc on parle de chasseurs de primes ici avec différents contrats à établir. Ça c'est bien. Jeu qui est somme toute très simple. Ça a l'air complexe, il y a beaucoup de choses. Les explications, je vous en ai donné quand même pas mal. Mais ça reste un gameplay qui est très très simple et très fluide. Avec interrompu de temps en temps par une petite lecture de DM intéressante. Pas très longue, mais qui permet de mettre un petit peu dans le bain de l'aventure et faire des soirées thématiques intéressantes. Au niveau de la mécanique, bon, ils ont voulu, c'est sûr, reprendre l'aspect de Donjons et Dragons. Donc on a vraiment une série de dés, donc de D4 à D20. Avec un pourcentage pour les événements. Ça, c'est bien. Avec les différentes cartes qu'on va aller chercher, qui vont vraiment être des bonifications, donc des cartes des 20. Il y en a qui ont des plus sur leur dés, c'est vraiment thématique. L'autre, c'est des ranges. Il y a aussi certains petits items intéressants, donc des bouts de bâton, des armes improvisées. Il y a aussi des pièges qu'on peut faire, donc c'est quand même bien. Et tout ça, c'est avec des dés. Très, très simple. Alors, mécanique, ça reste bien, mais c'est pas un jeu qui est très très original. C'est original dans son approche, la façon de le présenter. Le reste des mécaniques, c'est pas des mécaniques qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vues, mais il y a beaucoup de belles petites choses intéressantes. Donc les potions, utiliser des lettres à la Scrabble pour faire nos statistiques, qui peut monter et descendre. C'est vraiment bien à ce niveau-là. Au niveau déroulement, très fluide quand même, parce qu'on a quand même juste 3 actions, mais comme on peut les étirer en faisant plusieurs choses, ça fait en sorte que les tours se déroulent, on parle de 90 minutes, pour faire une partie en 3 tours de 3 actions. Donc, on voit que les tours sont quand même assez longs. C'est pourquoi on a quand même la possibilité de mettre ce qu'on appelle des buffs pour être capable d'augmenter la valeur des autres monstres, parce que on essaie de trouver le moyen de rendre le tout interactif. Il y a certaines actions qui sont faites, comme les actions de DM et généralement les actions de brasser les dés pour les monstres sont faites par la personne avec qui on joue ou celui à votre gauche, donc pour rendre ça un petit peu plus fluide. Mais c'est quand même un déroulement qui
qui est pas en simultané. Donc, il va y avoir quelques temps morts à ce niveau-là. Au niveau iconographique, ça reste quand même assez clair, mais il y a énormément de petits textes un peu partout. C'est sûr qu'au niveau du DM, c'est beaucoup de textes. C'est pas des longs textes, mais on en a quand même pas mal. Donc, chacun des événements, c'est un encadré. C'est fait gros, mais on en a quand même à lire. Ça prend une bonne connaissance en anglais. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Ça me surprendrait aussi qu'il le soit. C'est pas une production qui va sortir à grande échelle. Peut-être qu'il va y avoir un fan-made éventuellement de fait, mais si vous avez une bonne base ou juste une base solide, je pense que c'est quelque chose qui se fait bien. Le pire, c'est les événements. Le reste du jeu, je vous dis, c'est un coup que vous avez joué une fois, je pense que vous pouvez jouer sans être capable de lire. Tout le texte qui est ici, c'est vraiment du flavor. Le reste, on prend une carte, c'est marqué le type de dé qu'on doit brasser, c'est tout. Niveau pointage, bon, on a ici les différents pointages qu'on va aller chercher. On a également les différents gardiens qu'on va aller récupérer dans notre sac ici, qui eux vont donner d'autres bonifications. Puis c'est la seule façon de faire des points. Sinon, on va aller départager selon nos statistiques, selon notre argent. C'est vraiment une course aux points de cette façon-là. Et comme les objectifs sont communs et connus de tous, on a vraiment une course qui s'installe, à savoir qui va aller en premier et qui va nuire à qui pour être capable d'y aller, avec nos fameux cubes gélatineux qui vont nuire à nos adversaires. C'est un jeu que j'ai beaucoup de plaisir quand même à jouer par son approche humoristique, par son aspect, les petits personnages qui se transforment en petits poppies puis qui essaient de se sauver parce que le dragon est trop fort. Ça c'est bien. Par contre, dans le mode coopératif, il est tellement serré qu'on n'a pas le temps de se sauver. On n'a pas vraiment à attaquer, il faut essayer de se rendre jusqu'au maximum. En ayant 4 tours seulement, c'est très difficile à faire. Donc on a vraiment des gameplays qui vont changer. Si on joue en mode coopératif solo ou en mode compétitif, c'est vraiment deux approches différentes. Je dirais que le gameplay change beaucoup entre les deux, malgré le fait que les composantes sont les mêmes. Donc c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Bon, ça y fait quand même une très bonne note de 75%. Je pense que tous ceux qui vont mettre la main dessus, qui vont y jouer, je pense qu'ils vont y trouver plaisir. Ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir l'acheter parce que ça va être difficile à trouver. C'est une exclusivité Kickstarter. Il va l'avoir dans certaines boutiques ou en marché usagé peut-être. Mais je pense que c'est le genre d'expérience qui est intéressante à faire quelquefois. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui l'a, essayez-le. Je pense que ça en vaut la peine. Alors, du beau matériel, très bien présenté. L'aspect, ils ont vraiment poussé loin pour aller faire gameplay. Ça n'a pas le feeling de jouer un jeu de rôle, mais ça a vraiment le sentiment d'être dans cet esprit-là, puis de le faire en 1h30 avec des personnages très humoristiques et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Alors, c'était ma présentation des règles et ma critique. Alors, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Puis, je vous laisse répondre au sondage si c'est encore disponible, parce que je sais qu'ils veulent l'enlever. Mais je vais essayer de regarder si je peux vous faire une présentation soit d'un mode solo, soit d'un mode compétitif lorsque je serai en mesure de jouer avec mon ami Stéphane. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit très prochainement pour une aventure de D6 ou un autre jeu à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.